Donc là, Fabrice, on est dans une partie de ta cuverie. Ouais. On va commencer donc par parler du pressurage, comme avec tous les autres vignerons, puisque c'est une étape importante. Comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Donc on a un raisin de grande qualité qui est mon produit de base en fait. L'objectif pour moi, je rappelle, à la vigne, c'est de produire un raisin de grande qualité. Et après, toutes les étapes, elles vont être juste là pour accompagner ce qu'on a fait dans la vigne. Et finalement, on intervient assez peu en termes de vinification et on essaie de respecter le fruit. Donc pour respecter le fruit au niveau du pressurage, on a mis en place un système de pressurage basé sur un fractionnement à la serre et non pas un fractionnement au volume. C'est-à-dire qu'on a des paliers de pression qu'on s'est établis avec pas mal d'expérimentation. Et en fait, on a maximum 4 paliers de pression. Et à chaque fois qu'on va écraser à un niveau de pression, on va avoir un type de jus différent. Et ce type de jus correspond à une zone bien spécifique de la baie de raisin. Donc comment on respecte le raisin en fractionnant le pressurage? En fait, une baie de raisin, elle est constituée de différents types de cellules, qu'on soit au milieu de la baie ou à l'extérieur de la baie ou à la zone périphérique. Donc en fait, si on reprend une baie de raisin, constituée comme ça, avec les pépins, quand on écrase à faible pression, le premier jus qui s'extrait, c'est le jus qui est à la zone médiane entre les pépins et la pellicule. Quand on écrase un peu plus fort, donc deuxième serre, on va extraire les jus qui se trouvent à la zone périphérique, près de la pellicule. Et quand on écrase cette fois-ci encore plus fort, sur les troisième serre et quatrième serre, on va extraire le jus qui est au milieu de la baie de raisin, c'est-à-dire le jus qui est situé près des pépins. Et en fait, en fractionnant cela, on respecte vraiment les 3 grandes catégories de jus de la baie, à savoir le jus médian, qui est le jus le plus équilibré, c'est-à-dire avec le plus de sucre et le plus d'acidité. Le jus périphérique qui lui va avoir une empreinte plus fruitée. Effectivement, on est près de la pellicule se dégrade un peu et donne des aromatiques plus fruités. Et le jus de la zone centrale qui lui va être plus sur les amers, plus sur le côté tanin. Et ce fractionnement à la serre respecte mieux ces 3 grandes zones de la baie que le fractionnement au volume. C'est pour ça qu'on a mis ça en place au domaine. Donc, une fois les jus fractionnés, est-ce que tu les réassembles ou tu les travailles séparément? Ils sont vinifiés jusqu'à la veille de la mise en bouteille ou l'assemblage séparément. L'objectif, c'est vraiment d'aller au bout et de voir s'il y a des grandes différences ou pas. En fonction des millésimes, les différences sont plus ou moins marquées en fonction des types de jus. Et l'idée, c'est de faire... l'assemblage est peut-être très bien finalement de ces 3 jus, mais je maîtrise mieux la vinif en les vinifiant séparément et de me dire à la fin, est-ce qu'il y a intérêt à les réassembler ou pas. Petite cerise sur le gâteau, au moment du pressurage, à chaque fois qu'on va faire une retrousse et qu'on va remettre les raisins en pression, on sait très bien quand on fait la retrousse, on extrait du jus pendant cette phase de retrousse, qui lui va s'oxyder très très vite à la surface extérieure des raisins. Donc dès qu'on remet les raisins en pression dans le pressoir, les 20 ou 30 premiers litres qui s'écoulent, tout de suite on les écarte et eux sont aussi vinifiés séparément, ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon les jus de retrousse, parce que eux très oxydés pendant la phase de pressurage. Ce qui nous permet derrière d'avoir un débourbage à minima très léger, puisqu'on a écarté ces jus très oxydés et très bourbeux, et on se retrouve avec des cœurs de presse, surtout sur la première et la deuxième, qui sont très très purs et très limpides. Donc la presse est faite, les jus sont entonnés, puisque tu es quand même plutôt un adepte de la vinification sous bois, ouais. Que ça soit en foudre, en 600 litres, 500 litres et en fût. Ouais. Pour toi, pourquoi ce choix? En fait, ça s'est fait plus ou moins naturellement. Enfin, moi, mon père vinifiait déjà beaucoup en barrique. Et je trouve que la barrique est intéressante parce qu'il y a un vrai échange du vin avec l'oxygène. Je suis plutôt sensible au soufre. Donc moi, utiliser du soufre de manière régulière dans le principe de vinification, je trouve pas ça intéressant. Et finalement, je me dis, une bonne protection contre l'oxygène, c'est apprivoiser l'oxygène avec le vin. Alors je m'explique, c'est-à-dire qu'on utilise effectivement encore un peu de soufre au moment du pressurage sur la majorité des cuvées qu'on vinifie, pour maîtriser cette phase importante, parce qu'on a vraiment le jus qui sort de la baie, donc il y a une oxydation importante qui se fait à ce stade-là. Donc le soufre nous permet de maîtriser cette oxydation, parfois trop importante au moment du pressurage.
Par contre, pendant tout le processus de vinification, pour moi, le vin doit être en contact régulier avec l'oxygène pour finalement s'habituer à ce contact avec l'oxygène, avoir une oxydation des éléments oxydables naturellement, progressivement, et finalement avoir un vin qui est stable et protégé de l'oxygène parce qu'en contact avec l'oxygène depuis le début. Et si on le met dans des cuves en inox, aussitôt le pressurage et qu'on le surprotège de l'oxygène, à mon avis, on doit effectivement utiliser des doses de soufre importantes pour vraiment contrôler cette oxydation, ou alors on a des problématiques de casse ou d'oxydation prématurée pendant l'élevage en bouteille. Donc c'est pour ça que le fût est bien, parce que c'est un matériau naturel qui transpire et où finalement on a une oxydation. Alors, pourquoi différents types de contenants? Simplement qu'on va faire varier le rapport surface de contact avec l'air et volume, et ce qui va nous permettre de faire varier la quantité d'oxydation ménagée qui va se faire entre un petit fût et un foudre. Donc dans un petit fût, on a une oxydation plus importante que dans un 600 litres, et on a une oxydation encore moins importante, à l'inverse, dans un gros foudre. Donc, si je comprends bien, le bois n'est pas là du tout pour habiller et apporter une aromatique, mais c'est vraiment pour l'apport d'oxygène, pour travailler les jus. D'ailleurs, on peut remarquer quelques petits verres qui sont sur les fûts. C'est pour justement tester la tenue à l'air de tes jus qui ne sont pas sulfités. Exactement. Donc on a une partie des jus qui sont vinifiés sans soufre. Donc on va contrôler la tenue à l'air de ces jus, tout simplement en les laissant vraiment à l'air libre et de voir en bout de combien de temps il va y avoir une oxydation. Donc on le voit visuellement sur la couleur du jus. Et on va également contrôler régulièrement le potentiel redox des jus pour voir pendant tout le processus de vinification comment évolue ce potentiel. À savoir que pendant la fermentation alcoolique, les vins sont très très réduits et le potentiel redox est très bas, et ensuite on a une oxydation qui va remonter progressivement, et c'est à nous de la gérer pendant la vinification pour que cette oxydation soit ménagée. Avant la mise en bouteille pour la prise de mousse, tes élevages durent combien de temps en moyenne? Alors en moyenne sur les cuvées brutes sans année, c'est-à-dire les cuvées issues d'assemblage de vins de l'année et de vins de réserve, les vins de l'année restent en général 8 mois en barrique. Pour les cuvées parcellaires où la vinification se fait uniquement en barrique et sur la totalité du processus de vinification, on est plutôt entre 12 et 18 mois. D'accord. On va aller faire un petit tour devant un foudre parce que tu as une méthode particulière champenoise, la méthode Solera. C'est ça. Pour faire plaisir à Jérôme d'Ours, on va appeler ça la réserve perpétuelle et on va aller voir ça. On y va. Donc chez nous, l'ensemble des vins de réserve sont élevés dans des gros contenants. Donc ici, tous les foudres qu'on voit sont dédiés à l'élevage des vins de réserve des cuvées d'assemblage. En l'occurrence, le brut réserve et une partie des terres froides qui est en assemblage de plusieurs années. Cette cuve-là, alors ce qu'il y a dedans est la plus vieille cuve du domaine encore existante en fait, puisque c'est un assemblage effectivement perpétuel qui s'inspire du principe de la Solera, et pour faire simple, qu'on a appelé Solera. Donc le grand principe de cette cuvée-là, c'est de donner l'image fidèle du terroir au travers de deux cépages, Pinot Noir et Chardonnay, et le terroir de Mareuil-sur-Aï, en gommant complètement l'effet millésime. Comment on fait pour gommer l'effet millésime? On a une multitude de millésimes assemblés successivement, ce qui fait qu'on n'a pas l'effet d'un millésime plus par rapport à un autre, comme on peut avoir sur un brut sans année ou une cuvée millésimée. On a vraiment la multitude des millésimes qui donne cette expression fidèle du terroir. Donc moi je la trace depuis 97 parce que je suis revenu sur le domaine en 98. L'idée, on a une cuve de 75 hectolitres. Chaque année, on en prélève 30% qu'on met en bouteille et on remplit la cuve avec des vins de la dernière vendange. Et on fait ça systématiquement tous les ans. Et uniquement sur le terroir de Mareuil. Voilà, donc c'est une cuvée de terroir Mareuil-sur-Aï avec deux cépages, Pinot Noir et Chardonnay, comme je vous expliquais, où dans l'idée, on va essayer de gommer aussi l'effet cépage. On n'aura pas un cépage qui va donner le style du cépage, on a deux cépages, Pinot Noir et Chardonnay, et donc aujourd'hui, vous voyez, 20 millésimes assemblés successivement. Maintenant, on va partir dans les caves pour parler prise de mousse et déguster. On y va. Là, c'est les vins de réserve.
On va là? Ouais, tu peux poser les verres là. On va aller en cave en bas et on remontera boire un coup ici. Ok. Donc là, c'est une partie des verres de réserve. Une petite partie qui est stockée en barrique ici. Donc la vinothèque récemment finie, parce qu'on a fini ça juste après les vendanges, tu vois. Donc là où j'ai remis une bonne partie des vins de réserve, enfin des vieilles bouteilles du domaine. Et puis là, on descend dans la cave de stockage. Donc après mise en bouteille, ici on fait stockage des vins et élevage des vins en bouteille. Donc sur les cuvées brutes sans année, en l'occurrence le brut réserve qui représente à peu près la moitié de la production, on a un élevage de 2 ans minimum sur latte. Et pour tout ce qui est cuvée parcellaire, Solera, on est à 3 ans, voire 5 ans sur les cuvées parcellaires millésimées. Alors là, je vais t'arrêter sur une chose. Hop. Oh bah là, c'est un magnum, c'est pour une grosse soif. On va parler d'une chose, parce qu'on a beaucoup parlé avec tes collègues du tirage sous capsule. Toi, peux-tu nous parler, donc du coup, tu as pris le parti sur tes belles cuvées. Donc on fait un tirage liège, effectivement, sur les cuvées millésimées. J'ai fait de nombreux essais pendant pas mal d'années de comparaison d'élevage en tirage liège et en tirage capsule. Donc la capsule, c'est ça. Voilà. Donc, et en fait, on en est arrivé au constat qu'au-delà de 3 à 4 années, il y a un écart assez important en termes de qualité d'élevage entre le bouchon et la capsule, à la faveur du bouchon. Le bouchon donne plus de complexité, plus de finesse, plus de profondeur, une expression aromatique plus importante. Il n'y a que des aspects positifs au tirage liège. Par contre, après un élevage long, un élevage de 2 ans en liège, pour moi, n'a pas d'intérêt parce que ça demande un coût quand même assez important. Et finalement, on a assez peu de durée de vieillissement pour que ça ait un aspect positif sur le liège. Par contre, sur des élevages longs, le liège est hyper important. Alors, la problématique du liège, effectivement, c'est un matériau naturel. Donc, qui dit matériau naturel, une évolution dans le temps qui peut varier. Donc, certains détracteurs du tirage liège vont dire oui, mais on n'a pas des bouteilles régulières. Effectivement, le défaut du liège, c'est d'avoir une certaine irrégularité dans le résultat. Quand on fait des dégorgements en tirage liège, donc nous, toutes les bouteilles sont contrôlées, elles sont dégustées ou du moins senties. Déjà d'une part pour écarter les bouteilles à défaut, avec des déviations aromatiques liées au liège. On sait qu'il y a environ 0,6%, entre 0,3 et 0,6% des bouchons qui peuvent avoir des soucis. Donc ça, on les contrôle manuellement, systématiquement à chaque dégorgement. Et on se rend compte quand on fait le dégorgement qu'effectivement, on a globalement sur un dégorgement de tirage liège 2 à 3 lots un petit peu différents de résultats de vin, mais qui pour moi sont toujours d'un niveau supérieur. Je vais juste vous expliquer, c'est aussi une comparaison que je peux faire sur certaines maisons sur leur choix de vinification, c'est-à-dire que est-ce qu'il vaut mieux avoir un vin qui est très régulier à ce niveau-là, ou alors des vins qui sont un petit peu réguliers mais qui sont à ce niveau-là. Moi je préfère avoir des bouteilles qui sont peut-être un tout petit peu différentes de l'une à l'autre, par contre qui sont d'un niveau bien supérieur à des bouteilles qui sont toutes les mêmes. Parce que j'estime que sur des cuvées aussi exceptionnelles que des parcellaires, on va rarement en boire 6 bouteilles l'une derrière l'autre. Et que finalement, le plaisir qu'on apporte à chaque bouteille, il peut être un petit peu différent. On respecte malgré tout le terroir, on respecte malgré tout l'expression du millésime, mais avec un potentiel d'évolution et de vieillissement qui est bien supérieur pour moi à la capsule. Donc oui, je suis favorable au tirage liège sur les parcellaires et les cuvées à vieillissement long, parce que pour moi, c'est bien meilleur qu'une capsule. Oui, tu me disais que du coup, sur les vinifications, tu cherchais vraiment à aller chercher l'échange avec l'air, et que pour toi, la capsule ne te permettait plus de continuer dans cet esprit-là. Et en fait, on s'embête finalement à avoir des doses de soufre assez faibles. On est globalement à moins de 25 mg de soufre total sur l'ensemble de nos cuvées, à avoir effectivement ce contact avec l'oxygène pendant toute la vinification. Et finalement, on va enfermer le vin avec une capsule, alors qu'on l'a habitué à l'oxygène pendant tout le processus de vinification. Donc on va continuer ce contact avec l'oxygène en mettant un bouchon au lieu de mettre une capsule, sur un élevage de 4, 5, 6 ans sur les cuvées parcellaires. Et concrètement, en apport gustatif, quelle est la différence ? Plus de complexité,
en même temps plus de finesse, ce qui peut paraître surprenant, mais pour moi, en fait, le bouchon, alors on a un apport aromatique lié au liège, qui est pas négligeable, mais sinon, on prend le curseur aromatique de la cuvée, c'est-à-dire complexité, finesse, longueur en bouche, et on l'augmente sur tous les niveaux. Donc on va pas avoir quelque chose de plus fruité et puis peut-être plus lourd, ou quelque chose de plus acide enfin moins expressif. Non, on prend le vin de base qu'on a avec un élevage capsule et il est meilleur pour moi sur tous les niveaux. Et donc ça, c'est un choix que tu as opéré à partir du millésime 2011. 2011 qui était en plus un millésime compliqué. Donc finalement, j'ai eu la chance de le démarrer sur un millésime difficile et le tirage liège a permis finalement d'augmenter le potentiel aromatique du 2011 qui était un millésime plutôt moins expressif. Donc on a sur 2011 spécifiquement allongé la durée d'élevage en barrique. On a fait des élevages de 18 mois. C'est le deuxième millésime où on fait des élevages aussi longs en barrique pour les cuvées parcellaires. Et on a intégré le tirage liège qui pour moi a été une chance formidable de le faire cette année-là parce qu'on a au résultat un millésime 2011 qui est très expressif et c'est quand même pas la majorité des 2011 aujourd'hui sur le marché. D'ailleurs, tu as pris le parti sur les parcellaires. En général, les vignerons sortent les parcellaires sur les plus grandes années. Toi, tu as pris le parti, peu importe l'année, tu sors le millésime pour avoir la vision de la parcelle cette année-là. Exactement. En fait, je le fais déjà parce que je souhaite le faire, donner une image fidèle de chaque millésime aux gens qui ont l'habitude d'acheter des vins au domaine Pouillon. Donc finalement, celui qui a l'habitude d'acheter des parcellaires au domaine, je pense qu'il a plaisir de pouvoir découvrir l'impact de chaque millésime, y compris les millésimes un peu compliqués, et pas seulement les millésimes exceptionnels. Ça serait trop facile de faire que les grands millésimes, et puis de se passer des petits millésimes et de dire on fait du brut sans année les années où on a des petits millésimes. Non, c'est à nous à tout mettre en œuvre pour que la parcelle s'exprime au mieux tous les millésimes. Et en l'occurrence, on a évoqué le pressurage, le fractionnement à la serre. Ce fractionnement-là nous permet de faire des parcellaires les années de millésimes plus compliqués. 2011 n'est issu que de la serre numéro 1. 2010 a également été issu que de la serre numéro 1. Parce que ce fractionnement permet de sortir le meilleur du raisin, et en l'occurrence, c'était seulement la serre 1 qui était capable de donner des vins d'un potentiel de garde suffisamment important. On va terminer un peu la partie technique par le dosage, parce que c'est aussi, on va dire quelque part, le style de la maison. Toi, quelle est ta philosophie au niveau du dosage? Alors, le dosage, c'est la dernière touche qu'on fait au vin avant de le livrer à nos dégustateurs et aux amateurs. Je compare toujours la vinification, l'élaboration d'un vin ou d'un champagne à l'élaboration d'une assiette par un grand chef. Vous savez, quand le chef il met l'assiette juste sur le passe-plat avant de la livrer au serveur et il l'assaisonne minutes juste avant. C'est la petite touche finale qui fait que l'assiette va être extraordinaire et va transcender le plat. Eh ben, le dosage, c'est pareil. Par contre, comme un assaisonnement d'un grand chef, si on le perçoit, c'est que c'est raté. Donc pour moi, le dosage, il ne doit pas être visible et pas être existant par le consommateur. C'est-à-dire que le dosage doit s'adapter au vin. Et c'est nous à essayer de faire en sorte que le dosage aide le vin à s'exprimer. Et ce n'est pas du tout le dosage qui va faire le vin. Le vin, il est déjà fait depuis longtemps. Donc systématiquement, sur chaque cuvée, on va faire des essais de dosage. On démarre du brut nature jusqu'à un dosage correspondant à un brut, donc de 0 à 6-7 grammes. Et on va choisir le dosage le plus adapté à la cuvée pour ce millésime-là ou pour ce tirage-là. Donc on a des dosages qui peuvent varier d'une année sur l'autre sur chaque cuvée. Le brut réserve peut naviguer de 7 grammes pour la version 2013, si j'ai bonne mémoire, et il va descendre à 3,5 grammes pour la prochaine version qui sortira l'année prochaine. Donc il peut y avoir une amplitude assez importante. Et oui, sur les parcellaires, la même chose, on peut avoir des bruts nature ou des extra bruts. Donc c'est sur ces essais à la dégustation qui vont permettre de décider là où le dosage n'apparaît pas à la dégustation, n'apporte rien au vin. C'est-à-dire, si on sent trop de sucre, ça ne sera pas adapté. Si on sent un manque, c'est que le dosage exactement. Est pas bon. Voilà. Donc il y a c'est très difficile. Enfin, l'objectif quand on fait un essai de dosage et une dégustation d'essai de dosage, c'est pas d'aller remettre les vins dans l'ordre et dire on veut pas le plus sucré donc celui-ci on le prend pas, ou on veut pas le moins sucré celui-ci on le prend pas. On prend vraiment la meilleure expression du vin sur tous les essais. Et si une année c'est le dosage le plus élevé qui était dans les essais, ça sera le dosage le plus élevé. Et si une autre année c'est le dosage le plus faible, voilà. Il n'y a pas d'a priori dans le résultat. On choisit vraiment le meilleur qu'on déguste à l'aveugle, en sachant qu'effectivement il y a des terroirs qui s'expriment mieux avec certains types de dosages. Sur les parcellaires, les blanchiens, j'ai dû la doser une fois à 1,5 g. Sinon, 9 fois née sur 10, elle est en brute nature.
parce que la caractéristique du sol, avec cette couche d'argile épais, fait qu'il n'a pas besoin du tout de sucre, bien au contraire, le manque de sucre redonne de la vivacité et de la fraîcheur à ce terroir qui pourrait être un peu lourd avec cette argile épais en surface. Donc on a fini donc, la partie technique, on va passer à une partie un peu plus passionnante, la dégustation. Ouais, donc on retourne dans la vinothèque pour déguster les cuvées. Moi j'en connais un qui va être content. De qui tu parles? Et monsieur qui nous suit avec la caméra? C'est ça. Donc on va commencer par la cuvée Solera. Sur la capsule. Donc là, on est sur effectivement un assemblage moitié pinot noir, moitié chardonnay, uniquement des raisins issus du terroir de Mareuil-sur-Ailly. Et on est sur une multitude d'assemblages de millésimes de 1997 à 2012. Donc 1997 à 2012, dégorgement de 3 grammes par litre le troisième trimestre 2017. Donc une cuvée que j'affectionne à carafer parce que ça a besoin... En fait, pour le coup, c'est une cuvée qui a un élevage assez long sur lit en cuve, puisqu'on a une multitude de millésimes qui sont assemblés successivement. Donc les plus vieux millésimes sont dans la cuve depuis 20 ans, même s'ils sont de manière infime, ils sont restés sur lit pendant très longtemps. Donc effectivement, on a une gestion de l'oxydation qui est assez maîtrisée, et l'objectif c'est vraiment d'être sur le fil du rasoir et d'avoir vraiment à la limite de l'oxydation et malgré tout un petit peu de réduction. Donc c'est pour ça que Geoffroy conseille de la carafer à l'ouverture, parce qu'effectivement elle a été enfermée dans la cuve pendant une vingtaine d'années, ensuite en bouteille pendant 3 ans, élevage sur lit systématiquement à chaque fois, donc on a effectivement possibilité de la carafer pour lui donner cette ouverture et cette oxygénation après ouverture. Donc là on est sur un système Solera où Fabrice ne va pas chercher le côté oxydatif. C'est un choix de personnel. Certains vignerons vont aller chercher plus d'oxydation, plus d'arômes de noisettes. Là on va plutôt rester sur la fraîcheur, le côté floral, le côté agrume, avec le côté un peu fruit à chair blanche. On va rester dans un registre assez frais, malgré le fait qu'il y ait tous les millésimes de 98 aujourd'hui jusqu'à 2012. On reste quand même sur un côté très frais. On est sur un vin d'une grande élégance. Je parle bien de vin parce qu'avant la bulle, il y a quand même du vin. Et ensuite, on peut voir une bulle très très fine. Donc pour boire le champagne, le choix du verre est important. Privilégier un beau verre à vin, plutôt un peu large et qui est assez haut, plutôt qu'une coupe ou une flûte. Là en bouche, on va attaquer par un côté assez énergique, assez frais. Et de suite, par contre, on va prendre du volume. Ça va venir tapisser la bouche. On a un léger gras et une belle matière qui se mettent en place. Et on va évoluer vers plus de tension, de petits amers. Et aromatiquement, on est vraiment sur ce côté assez frais, floral. C'est vraiment quelque chose que tu recherches. Ouais, vraiment l'objectif, c'est pas de tomber dans l'excès d'oxydation lié à la technique en fait. La technique, effectivement, peut arriver à ça. Moi, je cherche vraiment à le maîtriser. Alors, l'oxydation, elle va venir tout doucement, progressivement. Dans le verre, le vin va se réoxygéner et cette petite touche oxydative va venir, mais vraiment en trame de fond. L'objectif est vraiment pas d'avoir cette oxydation en principal et de rester sur quelque chose de frais, avec une belle élégance, vraiment sur le fil du rasoir, en fait, de l'élevage. On a vraiment une belle longueur en bouche. Hein. Le champagne persiste vraiment final et on est vraiment sur un côté limite un petit peu salin avec des amers de peau de pamplemousse. Et ça finit tout en fraîcheur, ça dure. C'est vraiment une très belle cuvée. Et le fait de la carafer, en fait, vous allez permettre de faire ressortir l'aromatique plus rapidement
et de permettre au vin de s'épanouir en termes de texture. Parce que là, le vin est encore un petit peu fermé, on déguste en bouteille. Mais si vous le carafez, vous allez gagner en texture, en toucher de bouche. Et ça, c'est vraiment important. Alors, pas carafer ça comme un sauvage, mais dans une carafe adaptée à champagne et très délicatement. Ouais. Donc une carafe assez haute, pas très large. On carafe un quart d'heure avant le service, on la garde au frais et c'est très très bien. Donc maintenant, nous allons passer sur un parcellaire, puisqu'on va faire trois choses assez importantes dans la gamme de Fabrice. On va faire les Vallons à AI en brut nature 2011. Donc une parcelle qui est d'habitude en extra brut et là qui n'a pas eu besoin d'être dosée. Donc on peut voir sur la contre-étiquette. Élevé 18 mois. Donc on voit le numéro de bouteille, hein. C'est une cuvée qui est produite à 1512 exemplaires. Dégorgement brut nature premier trimestre 2018, donc ça a été dégorgé en début d'année. Et élevé en bouteille sous liège pendant 5 ans. Voilà, 100% chardonnay. Donc on va le laisser un peu de la parcelle. Hop. Donc voilà, chaque champagne a sa carte d'identité au dos. Donc maintenant nous allons la goûter. Donc quand on ouvre une bouteille de champagne, toujours le pouce sur le bouchon. Si jamais elle est un peu remuée, ça évite de crever un œil à quelqu'un. C'est toujours pratique en soirée pour éviter d'aller finir à l'hôpital. Tu penses à quelqu'un? Pas spécialement, mais ça peut toujours servir à quelqu'un. Et pour éviter le bruit, remontez le bouchon délicatement. Surtout quand on est dans un restaurant, on n'est pas en fiesta. Hop. Donc là on voit une effervescence déjà un peu plus délicate que la Solera qui a un peu plus de gaz à l'ouverture. Là une bulle très fine, une épaisseur de mousse beaucoup plus fine. Et là on est sur un nez qui est beaucoup plus expressif que la Solera où là on part vraiment sur le côté fruits, épices. On a même un côté un peu fumé qu'on pourrait retrouver au niveau de... Donc là, on a vraiment la caractéristique du chardonnay sur un sol calcaire, mais sur un terroir très puissant qui est AI. Donc on a effectivement le côté très fruité, qui est super agréable. Puis on sent aussi une certaine... c'est difficile à décrire, mais une certaine texture au nez, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une certaine puissance, mais un velouté. Il y a du lourd. Ah, il y a du vin, comme on dit en Champagne. Et en Bourgogne. Autant l'autre, on avait une texture beaucoup plus imposante dès le départ de bouche. Là, par contre, on est tout en longueur. On a une belle matière, mais c'est vraiment un vin qui va se jouer sur une grosse allonge en bouche. On est sur une belle tension. On a un joli gras. On a une aromatique qui est assez exceptionnelle. On a de la noisette fraîche, de l'amande fraîche. On a vraiment un côté où on retrouve la craie, vraiment, ce côté-là. On a un côté crayeux calcaire qui ressort énormément avec cette élégance et cette finesse en longueur. Voilà, on va encore parler de minéralité, mais c'est un mot un peu compliqué à gérer aujourd'hui parce qu'il a été tellement galvaudé, mais c'est vraiment un toucher de bouche, une texture qui est vraiment apportée par la craie et qui reste très très longtemps en bouche. C'est vraiment une très belle cuvée. Les autres millésimes, suivant les millésimes, on avait des 2008 qui étaient très tendus, on a eu des 9 et des 10 beaucoup plus opulents, et la 11, on revient sur un profil vraiment très très long, très... Je dirais que c'est le millésime classique. On a la longueur, la finesse, pas trop de finesse, pas trop de fruits. Voilà, ça reste pour moi l'expression 2011 au final, c'est un millésime classique qui est tout en élégance, qui vraiment est à l'image du terroir et de la parcelle, où le millésime impacte beaucoup moins que le terroir. Et effectivement, moi qui suis T20 depuis un moment, on voit quand même une différence entre le liège et la capsule. Il y a vraiment une complexité qui a été augmentée et une texture en bouche qui a évolué. On a un toucher de bouche qui est vraiment différent, c'est très impressionnant. Vraiment une très belle cuvée, voilà. Et ensuite, on va finir un peu sur ton bébé. C'est une méthode... D'ailleurs, elle s'appelle la méthode Fabrice Pouillon parce que tu as mis ça au point il y a quelques années. Avant, elle s'appelait la cuvée 2 Exos.
Maintenant, la cuvée Chemin du Bois en 2009, est-ce que tu peux nous raconter vraiment cette cuvée? En fait, cette cuvée, c'est né d'un constat qu'on avait avec quelques parcelles, notamment la parcelle Chemin du Bois, où les niveaux de maturité sont régulièrement très élevés. Donc la parcelle Chemin du Bois, c'est une des plus vieilles parcelles du domaine, dans laquelle on fait notre sélection de plants, donc sélection massale, pour faire toutes nos plantations nouvelles. Parce que pour moi, c'est la parcelle où j'ai le plus beau matériel végétal. Vraiment le pinot noir historique de Champagne, qui fait peu de grappes, des petites grappes très concentrées. Et concentrées en tout, c'est-à-dire que concentrées en sucre, concentrées en arômes et concentrées en minéraux. Donc ça nous permet d'avoir des niveaux de maturité très élevés. Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, on récolte cette cuvée avec des raisins qui sont généralement au-dessus de 11,5, voire 12, 12,5 naturellement à la vendange. Et se dire, ben, on a du sucre élevé, naturellement présent dans la parcelle, dans les raisins. Et on a mis au point une technique, donc une méthode, pour vinifier sans ajout de sucre. Donc pas de chaptalisation, ça c'est évident, mais également l'utilisation des sucres du raisin pour faire la prise de mousse et le dosage. Et également, donc comme on fait des fermentations alcooliques au domaine en levure indigène, c'est de faire un conservatoire de levure pour faire la prise de mousse avec les levures indigènes issues de la même parcelle. Quand tu dis utilisation du sucre du raisin, comment tu fonctionnes concrètement? Alors c'est une méthode déposée, donc je ne vais pas donner toutes les recettes de cette technique, mais l'idée globalement, c'est de garder du sucre non fermenté depuis la vendange jusqu'à la mise en bouteille. En Champagne, on n'a pas le droit de mettre en bouteille avant le 1er janvier. C'est que cette cuvée-là est mise en bouteille au mois d'avril de l'année qui suit la récolte. Donc c'est-à-dire qu'on va conserver du sucre issu du jus de raisin et du raisin de la vigne, non fermenté, qu'on va remettre en fermentation au moment de la mise en bouteille pour faire notre mixion, c'est-à-dire le levain naturel et les sucres naturels, qu'on va mettre en bouteille dès que ça va fermenter. Donc on a exactement la même pression que dans une bouteille traditionnelle, puisqu'on a un équivalent de sucre ajouté qui correspond à 24 grammes. Donc là déjà on a quelque chose, comme tu disais, un matériel végétal qui permet d'avoir des tout petits pinots, des maturités assez importantes, donc ça se retrouve vraiment au nez puisqu'on a quelque chose de plus mûr, on a des aromatiques de fruits jaunes surtout, un côté assez épicé aussi. Donc et des notes un peu mielées aussi au nez. Ouais. Donc c'est vraiment la caractéristique de cette parcelle-là. C'est la caractéristique de la parcelle et à la fois de la technique. Le côté un peu mielé, en bouche on va retrouver les agrumes, les oranges confites. Donc ça c'est vraiment la technique de prise de mousse naturelle entre guillemets qui donne ces caractéristiques-là. Et le côté fruits croquants qu'on va retrouver à la fois au nez et en bouche, ça vient vraiment du pinot à belle maturité où effectivement on a la préservation de l'aromatique du fruit qui est énorme. Donc vraiment là on va parler de la bulle, parce que les deux précédents on avait une bulle assez délicate, assez fine. Là par contre on a vraiment quelque chose de très crémeux en bouche, c'est vraiment de la toute petite bulle, on a une sensation crémeuse, c'est très agréable. Alors malgré tout, on a une structure un peu différente, c'est un peu plus puissant, c'est un peu plus long en bouche, c'est un peu plus large aussi en termes de texture en bouche. Ça c'est lié au millésime, on est aussi sur un millésime qui est riche, qui est chaud, qui est 2009. Donc on a ce côté puissant, fruité, avec des grandes épaules assez larges. Donc ça c'est lié plus au millésime 2009 qui était un millésime assez chaud et assez riche en Champagne. Et par contre c'est assez marrant parce qu'on a vraiment cette puissance, mais derrière on a toujours cette tension, cette acidité qui vient porter le vin et des amers un peu plus présents que sur d'autres cuvées qui sont très agréables. On est un peu sur l'orange sanguine, le pamplemousse rose. Ensuite, pour suivre cette cuvée depuis un petit moment, je trouve qu'avec l'évolution en bouteille, on a gagné vraiment en longueur, en énergie. Le vin s'est un peu patiné, on a regagné d'énergie. Est-ce que c'est un peu le constat que tu fais aussi? Ouais, c'est le constat que je fais, parce qu'en fait, quand on réfléchit grande maturité, c'est pas de la surmaturité. C'est en fait, on a effectivement ce pinot historique à petite grappe qui concentre et qui concentre tout, qui concentre les sucres, mais qui concentre aussi les minéraux. Et on n'a pas nécessairement des pH très bas, bien au contraire, les acidités sont assez basses, mais on a effectivement cette structure, cette longueur en bouche, avec des amers et des notes de fraîcheur qui viennent vraiment par la concentration des minéraux dans les grappes et pas nécessairement par des niveaux d'acidité élevés. Et c'est la preuve qu'on peut récolter des raisins à grande maturité et d'avoir une très grande fraîcheur derrière. Et il fait vraiment saliver, hein. Ça appelle vraiment à passer à table, on peut même manger avec. Bon, les trois, de toute façon, sont des champagnes qu'on peut boire à l'apéritif si on a envie de se faire plaisir, mais surtout des champagnes de repas.
Et donc nous, pour fêter la fin de reportage, on va déguster un vieux millésime. Quoi, 87 toi? Ouais. Ouais, mais j'ai pas de 87. Déjà, j'en ai que depuis 89. Moi je suis 75, t'as pas 75. Tiens, on va prendre 95, t'aurais 20 ans en 95. Allez, on va Alors, on prendre a fait un bon 95. 95 le jour Voilà, en plus. voilà. Tiens, hop. Non, c'est à 85 le jour qu'on a fait. Ah oui, t'as raison. Donc hop, tiens, je vais prendre le 95. Toc. On va le dégorger. Manger. Alors, j'espère juste qu'elle va bien se claquer parce que. Prends une vieille bouteille. Wouhou. Ah c'est beau ça. T'as tout? Ah oui, là j'ai tout là. On va se faire Et plaisir. donc on va finir avec le 95 et on vous laisse là. À bientôt. Merci Guy. Merci Fabrice.